Découvrez des destinations de rêve et vivez la passion des voyages avec CAA Québec. Salut tout le monde, bienvenue à Passion Voyage. Si la semaine dernière, on vous a présenté différentes destinations qui se trouvent sur le continent européen, cette semaine, on va regarder les différents moyens de transport pour s'y promener. Et tout ça va se faire avec mon experte à moi, Angelina Mikoniatis, directrice des produits voyage chez CAA Québec. Salut Angelina. Salut Jean-François. C'est vrai que l'Europe nous offre plusieurs possibilités pour se déplacer. Tout à fait, mais cette semaine, on va se concentrer surtout sur les voitures et les trains. Donc, les locations et différents billets ou passes de train, c'est ce qu'on va regarder. Oui. On va prendre une très courte pause et tout de suite au retour, comment on loue une voiture en Europe? On vous dévoile tout ça à Passion Voyage, restez là. On est de retour à Passion Voyage pour vous parler des différents moyens de transport à utiliser lorsqu'on voyage en Europe. On parle d'auto. Oui. On va parler d'auto dans cette émission-là, pour vrai? Pour vrai. Il y a deux façons de louer des voitures. Il y a la méthode classique et il y a également la façon d'acheter une voiture neuve, ce qu'on appelle l'achat-rachat. Exactement. On va commencer par la formule classique de location de voiture. Donc, nous, notre partenaire de confiance en Europe, c'est Europe Auto, avec qui on travaille. Ils font affaire avec plusieurs constructeurs de voitures. Les voitures de location sont livrables dans 16 pays d'Europe. Donc, il faut vraiment savoir si la voiture est disponible dans le pays où on va. On sait que c'est pas des voitures neuves, c'est quand même des voitures récentes, bien entretenues. Habituellement, ils ont entre 6 et 8 mois d'usure, donc c'est quand même pas si pire. Évidemment, sont revisés et nettoyés après chaque location, donc on a quand même un véhicule sécuritaire et confortable. Au niveau de la location de voitures classiques, on ne sait jamais quelle marque de voiture qu'on va avoir. On réserve toujours une catégorie. Donc, on nous demande est-ce que vous voulez une compacte, une intermédiaire. C'est des termes qu'on a déjà entendus dans la location de voiture. Mais on ne sait pas quel modèle exactement. Exactement. Donc, moi, si je réserve une compacte, exemple, on va me dire une Clio, une Renault Clio ou équivalent. OK. Donc, ça ne veut pas dire que je vais avoir une Renault. Donc, je ne sais pas c'est quoi la marque, ni le modèle, ni l'équipement qui va venir avec, ni la motorisation. Donc, je ne sais pas si ça va être je peux le demander, une manuelle ou automatique. Ou essence ou diesel. Ça peut faire quand même une bonne différence, sachant le prix de l'essence en Europe, il faut faire attention. Exactement. Donc, comme je te dis, on réserve une catégorie, puis on travaille avec ça une fois sur place. Maintenant, il y a 3 types de location. On parle d'une location de base sans assurance. Okay. Donc, on paye seulement pour la location de voiture, on n'a pas d'assurance. L'autre, c'est location avec assurance, mais franchise. Il y a une franchise, puis la franchise, elle peut être salée. Donc, vraiment, vous renseigner sur la protection. De combien cette fameuse franchise? Parce que des fois, c'est 500, 750 ou même 1000 €. Donc, ça peut faire une grosse différence. Dans un cas où on a un accident ou un accrochage. Et le troisième cas, c'est la location avec assurance complète sans franchise. Qu'est-ce qu'il faut savoir au niveau de la location de voiture? C'est qu'on doit avoir au minimum 21 ans pour louer une voiture. On doit avoir une carte de crédit majeure et on doit avoir un permis de conduire qui est en vigueur depuis au moins 1 an. Est-ce que ça prend le permis international? Pas dans tous les pays. Si vous venez nous voir au CA, on va vous donner la liste des pays qui exigent le permis de conduire international. Et une fois qu'on sait ça, est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres frais supplémentaires? Dans le cas d'une location de voiture classique, oui. Okay. On peut s'attendre à payer sur place, exemple, une écotaxe. Une taxe au niveau de la prise à l'aéroport. Des accessoires d'auto comme un GPS, par exemple. OK.
Ou encore, si vous avez moins de 25 ans, vous risquez de payer un supplément parce que vous avez moins de 25 ans. On peut être plus à risque. Exactement. Ou si vous voulez avoir un conducteur additionnel, exemple, je vais en Europe avec mon conjoint, puis on va pouvoir toutes les deux conduire, mais là, on va payer un supplément pour le deuxième conducteur également. OK. Ça me rappelle un peu la semaine dernière, lorsqu'on parlait des circuits accompagnés, il faut bien comparer les pommes avec les pommes et les oranges avec les oranges. Exactement. Et lorsqu'on prend une location de voiture aussi, le contrat, on le signe sur place. Okay. On ne le signe pas avant de partir au Canada. On réserve, on paye au Canada. Mais lorsqu'on vient pour prendre possession du véhicule, on signe le contrat avec la personne au comptoir. D'accord. Il faut prendre le temps de bien lire le contrat parce que, je dois le dire, les préposés au comptoir, ils essaient toujours de nous vendre des choses. Hein? Okay. Exemple, la franchise qui est inclue, mettons, votre assurance a une franchise, ils vont essayer de vous vendre le déductible, dans le fond. Okay. Un GPS, un surclassement de véhicule. Donc, vraiment, prenez le temps de lire parce que je vous le dis, là, une fois que vous avez signé le contrat, il est trop tard. Il est trop tard. Même si vous revenez nous voir après votre voyage puis vous me dites, mais là, ils nous ont chargé X euros de trop. Moi, je n'y peux rien. J'ai un contrat signé entre les mains. De toute façon, prendre 5 minutes additionnelles sur 2 semaines de vacances, ça peut nous éviter beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Autre chose qu'on doit savoir lorsqu'on prend une location de voiture, ou que je suggère fortement qu'on doit faire le tour du véhicule. Avec le commis aussi. Avec le commis. Habituellement, lorsqu'on prend possession du véhicule, on nous donne un schéma de l'auto. On fait le tour. Si jamais on voit des égratignures, des bosses, peu importe quelque chose qui est anormal, on l'indique sur le plan et on le fait initialer par le préposé. On le fait lorsqu'on prend la possession du véhicule et lorsqu'on remet le véhicule également pour éviter qu'on nous charge des choses pour des bris que c'est pas nous qui avons fait. Même s'il s'agit parfois d'une petite égratignure, ça vaut la peine de le mentionner avant de partir si on veut pas la payer au retour. Exactement. Et l'autre chose sur laquelle on a beaucoup de commentaires de la part de nos clients, c'est le fameux plein d'essence. Oui. Lorsqu'on vous remet le véhicule, habituellement, il devrait être plein. S'il n'est pas, exigé que soit on note le niveau d'essence dans le réservoir ou qu'on vous le remette plein. Parce que lorsque vous le remettez, le véhicule, à la fin de votre location, vous devez le remettre plein. Et si vous ne le faites pas, ils vont le faire à votre place et ils vont vous charger des frais quand même importants pour le faire. Plus cher que le plein comme tel. Là. Tout à fait. Tu as parlé d'accessoires tout à l'heure, comme par exemple un GPS si on veut rouler. Si on a besoin d'un banc de bébé, par exemple, est-ce que c'est le genre d'accessoires qui peuvent nous fournir? Tout à fait. Des bancs de bébé, des racks à ski, des choses comme ça. Et comme on le disait aussi lors de la dernière émission, lorsqu'on part en voiture, on peut faire valider notre itinéraire par l'agent de voyage aussi. Mais il faut le faire parce qu'il faut s'assurer que si on veut aller dans un pays, qu'on peut y aller avec le véhicule de location. Donc, traverser une frontière avec ce véhicule-là. Oui, parce qu'il y a des pays où on ne peut pas le faire. Donc, ça, c'est quand même assez important. Oui. Il y a l'autre façon qui s'appelle la formule achat-rachat. Là, ça, c'est des voitures neuves. On est les premiers à conduire la voiture. Oui, c'est une voiture qui sort direct du concessionnaire. On est les premiers, donc ça ne sent pas la boucane. Il n'y a pas de kilométrage. Et on peut vraiment commander la voiture qu'on veut. Donc, on sait le modèle, la marque, la couleur, à la limite, les accessoires qu'on veut, si on veut avoir un toit ouvrant, si on veut avoir un GPS, un banc de bébé, on commande tout ça et on prend possession lorsqu'on arrive. Les documents, on les fait au Canada avant de partir. Donc, une fois qu'on arrive sur place, tout est fait, on prend les clés, on s'en va. L'autre chose qui est intéressant, c'est 18 ans. Contrairement à la location de voiture, on a juste besoin d'avoir 18 ans. Évidemment, encore une fois, un permis de conduire valide. Et on peut prendre possession. Et si notre conjoint ou la personne avec qui on voyage veut conduire, il n'y a pas de frais supplémentaires. Et l'achat-rachat, ça inclut toutes les assurances. Donc, zéro franchise, vous êtes couvert mur à mur, comme on peut dire. Ça couvre même les pare-brises, les rétroviseurs, choses qui ne sont pas couvertes, les crevaisons même, qui ne sont pas couvertes au niveau de la location de voiture. L'autre chose, c'est qu'on peut utiliser la voiture dans plus de 38 pays européens. Donc, on a encore une fois une bonne différence par rapport à la location de voiture. Et il y a même de l'assistance routière, je crois, avec cette façon-là. Donc, est-ce que je me trompe ou il y a moins de frais cachés avec la formule achat-rachat? Il n'y en a pas du tout.
prix que vous payez au Canada, c'est le vrai prix. Il n'y a pas d'autres frais qui se rajoutent à ça. Okay. Qu'est-ce qu'il faut savoir au niveau de l'achat-rachat? C'est minimum 17 jours, maximum 175 jours. Pour avoir accès à l'achat-rachat, on ne peut pas être résident de la communauté européenne, puis on ne peut pas avoir une activité rémunérée en Europe non plus. Donc, c'est vraiment pour les visiteurs. Et encore une fois, on travaille avec notre partenaire Europe Auto Vacances qui nous fournit les Peugeot. Et on travaille aussi avec Renault Canada qui nous fournit les Renault et les Dacia. Ah, donc on a quand même du choix en plus pour les véhicules en achat-rachat. Plusieurs personnes me posent la question, quelle est la meilleure formule? Ouais. Moi, je vous dirais, si vous êtes là plus de 2 semaines, l'achat-rachat sans contredit. Puis même si vous me dites, oui, mais c'est minimum 17 jours, moi, je vous dis, à partir de 14-15 jours, même des fois pour un petit peu plus, là, on prend l'achat-rachat, on a la tranquillité d'esprit, on le sait que tout est payé, on sait quel prix on va payer, puis on se casse pas la tête. Et si on a besoin d'une voiture, disons, juste 1 ou 2 journées, peut-être la formule classique? La location, mais assurez-vous de prendre, dans le domaine du possible, l'assurance sans franchise. D'accord, pour excellent. Pour pas avoir de problème. Je dois t'arrêter. On va prendre une très courte pause parce qu'au retour, on est en Europe. C'est quand même le continent des trains. On va parler des différentes façons de prendre le train. Restez là, Passion Voyage. Si vous prévoyez louer une voiture en Europe, il vous faudra fort probablement détenir un permis de conduire international. Vous devez vous procurer ce précieux document dans l'un des centres de service CA Québec ou par la poste. Avec votre PCI, nous vous remettrons une liste des signaux routiers internationaux. Vous devrez apprendre à les reconnaître et éviterez ainsi de vous trouver dans de fâcheuses, voire dangereuses situations. Quand vous arriverez au comptoir de location de voiture, vous devrez présenter votre passeport, votre permis de conduire, de même qu'une carte de crédit personnelle. Chaque pays a sa propre réglementation et la responsabilité de s'y conformer revient au conducteur. En France notamment, à compter de mars 2013, les conducteurs auront l'obligation d'avoir un éthylotest en leur possession. La plupart des compagnies de location en fournissent désormais avec les véhicules. Vérifiez le type de carburant utilisé dans votre voiture de location. Le diesel est beaucoup plus répandu en Europe qu'ici et utiliser le mauvais produit pourrait endommager votre moteur. Et les compagnies d'assurance ne couvrent pas ce genre de dommages. N'oubliez pas qu'un coffre de voiture est vite rempli. Vous aurez avantage à opter pour un bagage de cabine plus gros et une petite valise de soute plutôt que l'inverse. Comme ça, vous aurez davantage d'options pour placer vos bagages à l'intérieur du coffre de votre voiture. Par ailleurs, faites preuve de prudence en ne laissant pas d'objets de valeur à la vue de tous. C'est parfois très tentant pour les voleurs. En terminant, pour avoir l'esprit tranquille, munissez-vous d'une assurance accident personnelle qui couvrira tous vos déplacements. Bon voyage! En Europe, il est permis de tenir un téléphone dans ses mains au volant d'une voiture, vrai ou faux? La réponse, au retour. La réponse est faux. Le cellulaire est interdit au volant dans tous les pays de la zone euro, mais certains consentent à l'utilisation d'équipements main libre. On est de retour à Passion Voyage avec l'Europe, mais plus précisément les différents moyens de transport pour s'y déplacer. On est en Europe, c'est comme le système ferroviaire mondial qui est bien organisé. Tout à fait. J'imagine que le train, c'est tout approprié pour voyager en Europe. Oui, le train en Europe, c'est confortable, c'est rapide, c'est à l'heure et c'est économique également. Donc, il n'y a pas de raison pour ne pas prendre le train pour se déplacer d'un endroit à l'autre. C'est vrai qu'ici, en Amérique, on est plus ou moins habitué de voyager en train. Comment qu'on procède? Le numéro de train, le quai d'embarquement, l'heure de départ. Il me semble que c'est compliqué tout ça. Bien, c'est pas compliqué de voyager en Europe. Premièrement, peu importe le pays où on est, il y a des pictogrammes un peu partout dans les gares de train. Donc, même si on ne parle pas la langue, on comprend les dessins. On comprend les dessins et on doit juste s'assurer qu'on est justement sur le bon quai. Donc, on prend notre billet de train, on regarde, on vérifie par rapport au tableau pour se rendre au bon quai d'embarquement. Si jamais on a un problème,
on s'adresse au personnel de la gare. Il y a toujours quelqu'un qui parle soit français ou anglais, donc il n'y a pas raison de s'inquiéter outre mesure. C'est un système d'heures militaires qu'on dit dans les gares européennes. Exactement. Donc, si c'est 9 h, c'est pas 9 h PM, c'est bel et bien 9 h le matin. Et 21 h le soir, si c'est pour le soir. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter, à se poser la question. Même en Angleterre, où ils n'ont pas l'habitude de prendre les 24 heures, c'est le cas partout en Europe. OK. Si j'ai déjà mon billet de train, est-ce que je peux embarquer dans le train directement ou, je me souviens à l'époque, là, en France, il fallait composter notre billet avant? Ça ne fonctionne plus. Si on a notre billet de train, on peut embarquer directement sur le train. La seule exception, si on peut dire, si on a une FlexiPass, on va parler tout à l'heure de différentes passes, on doit écrire la journée sur notre billet. Et si on a un Rail Pass, on doit la faire valider la première fois d'utilisation avant de pouvoir embarquer dans le train. Pour ne pas avoir des mauvaises surprises là, une fois rendu c'est la seule exception. À bord. Et bien qu'on puisse embarquer dans le train quand on veut, il faut faire attention parce qu'il y a différents types de trains. Tout à fait. Le premier étant le train qui requiert des réservations. Donc, ça s'adresse surtout au réseau de trains haute vitesse et aux trains de nuit. Donc, même si on a une passe puis on a le droit d'embarquer sur le train, on doit effectuer une réservation de siège avant. Okay. C'est un coût supplémentaire. C'est pas inclus dans votre passe. Mais si vous essayez d'embarquer sur le train sans réservation, vous allez vous faire refuser. Ensuite, il y a les trains où les réservations sont recommandées. C'est-à-dire que si vous avez une passe, vous pouvez embarquer sur le train et prendre un siège de disponible. Par contre, il faut savoir que sur ces trains-là, il y a seulement un nombre de sièges limités qui sont réservés pour les détenteurs de passes. Okay. Donc, si vous ne voulez pas avoir de mauvaises surprises, encore une fois, c'est recommandé de réserver votre siège. Et le troisième train, c'est les trains où aucune réservation est possible. Donc, vous embarquez, vous prenez les sièges dans les secteurs ou dans les classes que vous avez réservées. Sachez que si vous avez un billet individuel, les réservations de sièges sont déjà incluses, donc vous n'avez pas à débourser de nouveau pour ça. Pas de frais supplémentaires pour ça. Exactement. Moi qui adore manger, qui adore boire, on peut faire tout ça dans un train? Oui, on peut manger, on peut boire. Il y a des wagons qui sont équipés évidemment de restaurants. Il faut aussi savoir pour les gens qui ont des allergies, qui auraient peut-être une crainte, les animaux domestiques ne sont pas admis sur les trains, donc il n'y a pas de danger de ce côté-là. Et évidemment, c'est des trains non-fumeurs également. On a parlé de passes de train tout à l'heure. Je sais qu'il y a différentes sortes de passes de train. Il y en a 4, en fait. Le FlexiPass, qui vous donne la possibilité de voyager un certain nombre de jours sur une période X. Ensuite, il y a les passes consécutives qui vous permettent de voyager, le nom le dit, des journées consécutives. Ensuite, il y a le Saver, qui vous procure un rabais de 15 % si vous voyagez avec une autre personne. Vous devez faire exactement les mêmes itinéraires. Et ensuite, il y a la passe jeunesse pour les personnes de moins de 25 ans. Qui est très avantageuse. C'est déjà pas cher, le train en Europe, mais pour les jeunes, il y a quand même des rabais intéressants. Et parlant de rabais intéressants, ces passes-là peuvent nous donner des rabais ailleurs que sur les trains? Oui, avec les passes, si on les présente dans différents commerces, on peut avoir des rabais dans les hôtels, dans les tours de ville, etc. Donc, effectivement, ça nous aide à combler notre budget si on manque un peu de sous quelque part. Des musées également. Aussi, oui. Qui peuvent avoir des rabais. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on choisit comme type de passe ou de billet selon le voyage qu'on fait? Encore une fois, ça dépend du type de voyageur que vous êtes. Si vous savez que vous devez vous rendre au point A, au point B, à ce moment-là, un billet individuel, si on peut l'imprimer ici, c'est tout indiqué. Par contre, si vous partez un peu à l'aventure et vous ne savez pas, une journée, je vais être là, si j'aime ça, je vais peut-être rester 2-3 jours, je vais prendre le train quand ça va me tenter, vous êtes peut-être mieux de prendre des passes. Et l'autre façon de déterminer, c'est que si vous pensez voyager plus de 3 jours en train, vous êtes mieux de regarder du côté des passes et non des billets individuels. C'est plus avantageux. Oui, tout à fait. Également, un peu comme dans les avions, il y a des classes de service dans les trains. Il y a la classe économique, il y a la classe confort qui est un peu équivalent à la classe affaires et la première qui est la première classe, bien évidemment. Moi, je me souviens, quand j'ai voyagé en Europe, j'aimais bien dormir dans le train, passer la nuit. Premièrement, ça me sauvait un hôtel. Tout à fait. On peut faire ça encore. Oui, puis ça sauve du temps aussi parce qu'au lieu de voyager le jour puis
perdre notre temps à voyager, mais on peut dormir, on se réveille le matin, on est rendu à notre destination. Encore là, il y a 4 façons de voyager. La classe économique, on est assis dans notre siège, on passe la nuit dans notre siège. On peut inclinable quand même. Un petit peu. Ensuite, on a qu'est-ce qu'on appelle le freedom. C'est une couchette. Par contre, on peut coucher jusqu'à 6 personnes et c'est mélangé homme-femme. Et il n'y a pas de salle de bain dans la couchette. C'est à l'autre bout. À l'autre bout, au bout du wagon, exactement. Ensuite, on a le confort. C'est un compartiment qui peut accueillir de 2 à 3 personnes, soit juste des femmes ou juste des hommes, ou c'est votre famille. Oui, c'est ça, on peut le prendre pour nous. Exactement. Là. Il y a un lavabo à l'intérieur du compartiment et la salle de bain est au bout du wagon aussi. Et finalement, on a la première, si on veut. C'est vraiment comme une chambre d'hôtel. C'est privé, les portes se verrouillent. Vous avez votre douche, votre bain, tout est inclus. Le petit déjeuner même est inclus dans votre compartiment. Donc, ça va super bien. Parfait. Les bagages, en terminant? Il n'y a pas de frais de bagages, contrairement aux avions. Si vous avez un bagage à main, il y a les compartiments en haut. Sinon, il y a des endroits dans chaque wagon pour déposer vos valises. Excellent. On va prendre une courte pause. Si tu le veux bien, il y a Marie-Ève qui nous attend sur le quai d'embarquement. On va aller la rejoindre en centre de service pour quelques conseils à Passion Voyage. Quand vous choisissez vos vêtements de voyage, vous devez toujours penser à 2 choses très importantes. C'est la base, mais c'est bien de se le rappeler. Premièrement, vous avez peu de place pour les ranger, surtout si vous prévoyez louer une voiture ou voyager en train. Et deuxièmement, le poids est limité. Chaque vêtement placé dans votre valise doit donc avoir été choisi avec soin. On souhaite d'un vêtement de voyage qu'il soit mince, léger et infroissable. On devrait aussi rechercher une fibre qui respire et qui sèche rapidement. Lisez les étiquettes. Certains fabricants se spécialisent dans les vêtements de type voyage ou plein air. Ces compagnies investissent annuellement des milliers de dollars en recherche afin de créer des tissus qui répondent à ces critères. Une majorité offre même une protection contre les rayons UV. Ces vêtements sont parfois un peu plus chers, mais l'investissement en vaut la peine. Vous les aurez pour plusieurs années. Un bon vêtement de voyage sera confortable et polyvalent. Les pantalons, jupes ou manteaux transformables sont vraiment géniaux. Pensez aussi à glisser dans votre valise des morceaux que vous pourrez porter 2 fois. Mesdames, cette robe si élégante en soirée fera également malheur en après-midi lorsqu'accompagnée de leggings. Messieurs, cette chemise qui va si bien avec vos bermudas aura également fière allure avec vos pantalons. Ajoutez quelques bijoux, une montre ou un foulard et vous-même aurez l'impression d'avoir une garde-robe des plus élaborées. Et pensez qu'à la maison, il est plutôt rare de passer toute une semaine sans faire de lavage. Une visite dans l'un de nos centres de service vous permettra de dénicher tout le nécessaire pour faire votre lessive, et ce, sans vous encombrer. Vous y trouverez également une panoplie de guides et cartes routières, de même que des convertisseurs et adaptateurs Europe-Asie, essentiels pour votre voyage. Au revoir! Quelle est la vitesse maximale du TGV en France? A. 225 km/h, B. 275 km/h ou C. 320 km/h? La réponse après la pause. La réponse est C. Le TGV français atteint régulièrement les 320 km/h sur des lignes à grande vitesse. Toutefois, il a déjà atteint 574,8 km/h lors d'un record du monde de vitesse sur rail en 2007. On vous a fait rêver avec l'Europe depuis la semaine dernière à Passion Voyage. On s'est attardé sur les différents moyens de transport cette semaine. L'Europe, c'est vraiment là où il y a l'éveil du goût du voyage, je trouve. Tout à fait. Il y a tellement de belles choses à voir. La semaine dernière, tu nous as parlé des réserves auto. Est-ce qu'il y a encore des avantages cette semaine pour la location d'auto? Effectivement, pour la location d'auto et la formule achat-rachat, donc nos partenaires Europe Auto, Peugeot, Renault Canada et Dacia nous offrent des réserves auto. Donc, communiquez avec un de nos conseillers CA Québec dans une de nos 14 succursales. Ils vont se faire un plaisir de vous dire les promotions en cours. Et là, même si on a de l'assistance routière avec les voitures louées, tu m'as dit avant l'émission d'apporter ma carte CA Québec en Europe? Oui, parce qu'on a une entente de réciprocité avec les clubs en Europe. Donc, les mêmes services que vous avez ici, vous les avez également en Europe. Donc, si vous avez besoin d'une carte ou de la documentation touristique ou même, comme tu dis, un service routier d'urgence, vous sortez votre carte CA et en plus, vous pouvez avoir plusieurs rabais dans des
commerces, des attractions, même dans les hôtels en Europe. Donc, partez pas sans votre carte CA Québec. Finalement, gardez-la toujours dans vos poches. La semaine prochaine, Angelina, on va traverser l'Atlantique. On va se rendre dans un coin de pays qui déborde de nature. On s'en va en Alaska. Oui, on va commencer avec une portion terrestre dans l'Ouest canadien. On va partir de Calgary pour se rendre jusqu'à Vancouver, où on va embarquer sur notre navire de croisière pour se rendre en Alaska. D'ici là, écrivez-nous pour vos questions, vos commentaires à passionvoyage@caquebec.com. D'ici là, portez-vous bien la semaine prochaine. Bye bye! CAA Québec vous aide à dénicher votre destination de rêve. Pas besoin d'être membre pour en profiter. Voyager avec CAA Québec, ça vous avantage. Pour plus d'informations, consultez un de nos conseillers en voyage au 1-877-986-9243 ou visitez notre site caaquebec.com.